Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous recevoir dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemakers. Avant de recevoir notre invité, je souhaite prendre quelques minutes pour vous présenter notre collectif qui regroupe aujourd'hui plus de 70 membres, collectivités, entreprises et associations qui œuvrent ensemble aux transitions des territoires de montagne. Notre raison d'être se résume en quelques mots: comprendre, imaginer, inspirer et agir ensemble pour le futur de la montagne. Lancé en février 2024, ce collectif est un laboratoire d'action, un think tank, et un média digital dédié aux transitions des territoires de montagne. Alors pourquoi un laboratoire d'action et pourquoi un média ? Le dérèglement climatique s'impose à nous tous. Les territoires de montagne sont en première ligne et doivent se préparer à un changement de modèle important. Ces changements sont un véritable défi pour les acteurs publics, économiques et associatifs. Et c'est un défi que nous devons relever collectivement en agissant sur nos modèles, nos métiers et même parfois sur nos vies personnelles. Et bien souvent, le point de départ de ces actions est l'adoption d'un nouveau récit collectif. Au-delà des constats, en partageant des connaissances, des initiatives prises sur le terrain, en évaluant des pistes et en identifiant des freins, Mountain Changemakers permet cette mise en mouvement. Nous avons fait le choix de la parole pour inspirer, la parole pour montrer la motivation et l'action, pour rassembler et créer une dynamique, la parole pour être responsable et positif, donner la parole à ceux qui agissent de manière équilibrée. Aujourd'hui, à l'occasion d'une série spéciale enregistrée lors de l'événement T-Rex à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs en juin 2025, nous donnons la parole à Enak Gavaggio, producteur de contenu vidéo, champion de ski dans 2 disciplines, le freestyle et le freeride. Bonjour Enak. Salut. Je suis ravi de te retrouver à l'occasion de cet événement du T-Rex à Bourg-Saint-Maurice. On est chez toi ici, hein. Ouais. C'est bien de recevoir cet événement, c'est la 4e édition. Ça attire de plus en plus de monde et de plus en plus de personnes qui viennent partager ces sujets de la transition avec ceux qui la font. Et ça, c'est un élément super important. Pour ceux qui te connaissent pas, un rapide peut-être retour qui tu es, parce que tu es nombreux. C'est quelque chose qu'on peut dire de toi. Il y a Ouais. le champion, donc Enak Gavaggio, il y a Dark Lord. Ouais. Ça ramène à des temps que plein de gens se souviennent peut-être plus. Il y a Rancho, que tu as mis entre parenthèses ou que tu as remis, que tu as terminé. Et puis il y a aujourd'hui Enak, producteur de contenu, toujours producteur de contenu, de vidéos, d'images sensationnelles, d'images fortes sur les réseaux, sur YouTube. J'ai qui en face de moi aujourd'hui ? Très bonne question. Je crois que tu as un petit peu tout le monde. Le Dark Lord pour le côté castagne et provoque, Rancho pour le côté naïf, Enak pour le côté amical, et Enak Gavaggio pour le côté sportif. Ouais, un peu tout le monde. Mais on est plusieurs. C'est pas mal aussi, hein, Ouais, écoute, je du le coup vis très bien. c'est riche. Ouais, je le vis C'est très riche pour bien. nous. Le sujet du podcast de Mountain Changemaker, c'est de parler de la transition. Toi qui fréquentes toujours cette montagne, tu la vois évoluer, tu la vois changer. Est-ce que ça te projette dans un certain état d'esprit ? Alors moi, ce que je vois évoluer, c'est alors effectivement, j'habite en Haute-Tarentaise et là, depuis 2 3 ans, on sent vraiment l'afflux touristique où toutes les personnes qui allaient en vacances au ski dans les petits domaines se retrouvent aujourd'hui chez nous et du coup, on a, surtout le domaine de la Haute-Tarentaise, hein, et même de la Tarentaise, beaucoup plus de gens, beaucoup plus de monde sur les pistes. Donc on sent quand même par rapport, au réchauffement qu'il y a moins de neige qu'avant, ça c'est une certitude. Mais après, moi, ce que je vois aussi, c'est, que les gens aiment la montagne et en fait, c'était le sujet de ce matin, c'était, comment on fait pour évoluer, comment on fait pour changer et moi, je suis super content de voir qu'il y ait plein de monde qui viennent, chez nous parce que plus ils vont venir, plus ils vont apprendre, plus ils vont se renseigner et plus demain, ils seront susceptibles, d'évoluer. Du coup, ce que je vois, c'est que finalement, oui, moi, je fais de plus en plus de ski de rando, par exemple. Heu, Parce que des moments, j'ai besoin d'être un petit peu plus seul dans la montagne.
Mais ça, c'est normal aussi parce que je pense en vieillissant et puis découvrir, aller se balader, bref, moi j'ai besoin d'être dans la montagne. Oui, donc tu as changé en partie tes pratiques de sport ou de sport loisir, Ouais. en allant sur d'autres choses ou aussi dans les manières de peut-être d'aller, sur les lieux où tu pratiques? Ouais, bah, après c'est des trucs tout bêtes, tu sais? C'est par exemple quand tu skis en station, et qu'il y a une super journée de poudreuse et ben, je vais, bah, s'il fait mauvais temps, ben, j'y vais parce qu'il y aura moins de monde sur les pistes. Entre midi et 2, c'est toujours le bon créneau. Bah, du coup, tu fais un petit peu en fonction de ça. Après, il y a la rando parce que finalement, il y a les stations de ski qui sont incroyables, mais tu as tout un domaine, qui est, accessible en pot, qui est monstrueux, où tu peux te retrouver seul et du coup, je trouve que la montagne est vraiment riche et puis la façon de la consommer, elle est oui, elle est différente d'avant et puis parce que j'ai vieilli aussi. Mais moi, je trouve que c'est cool de voir qu'il y a plein de monde en montagne, en fait. Je vois Oui, ça plutôt d'un bon œil. ouais. Donc toi, ce que tu dis aujourd'hui, c'est que finalement, on a de plus en plus de monde qui vient, dans certaines stations qui sont, j'allais dire, plus à l'abri, en tout cas qui auront une forme de décalage aussi dans le temps par rapport à ces conséquences du réchauffement? Bah, ce que je pense, c'est que les gens qui continuent de venir à la neige, c'est des passionnés et que si on veut, par rapport à tout ce qui est transition et tout ça, concerner, les gens et que les gens soient impactés par ce qui se passe, il faut qu'ils viennent et qu'ils voient que les glaciers reculent, qu'ils voient, que, il y a des pistes, qui ne sont plus là, qu'ils voient qu'il y a des remontées mécaniques qui ferment et en fait, c'est en faisant ça que demain on peut changer. C'est On pas en restant à la maison. on leur dit assez? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les stations que tu fréquentes, dans les lieux que tu vois, tu as la sensation que finalement on donne à savoir, on sensibilise, nos clients, nos touristes, nos visiteurs à ce réchauffement? Ou est-ce qu'ils viennent finalement pour pratiquer le ski et que, comme ils pourraient aller ailleurs dans le monde pour pratiquer du loisir ou du tourisme? Non, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ça, on communique pas du tout là-dessus et c'est normal puisqu'une station va pas communiquer sur le fait qu'elle a moins de neige qu'avant. C'est une logique. Heu, mais par contre, les gens le voient d'eux-mêmes et en discutent et c'est vrai que c'est un sujet quand tu en parles avec les professionnels de la montagne, ton moniteur, le pisteur, le guide, le local, c'est un sujet récurrent pour nous et puis les vacanciers le voient aussi. Et là, i on discutait, qu'une personne normale fait 10 tonnes à peu près de CO2. Du coup, il faut qu'on descende à 2 tonnes. OK, on peut descendre à 2 tonnes mais si les gens ne voient pas, ça ne marche pas. Et il y a quelqu'un qui me disait tout le temps: «Enoch, il faut que tu lises, ça te permet de rêver, ça permet de voyager, lire». Et plus les gens vont aller dehors, plus les gens vont voir et plus les gens vont s'éduquer. Et je pense que un regard, un vrai regard, éduque bien plus qu'un livre de 500 pages. On en a parlé en préparant ce podcast, l'éducation, c'est un vrai sujet pour toi? C'est le sujet pour arriver à pour aller au-delà de la prise de conscience et à se mettre en mouvement sur la transition ou les transitions d'ailleurs? Ouais, en fait, si tu veux, moi, les personnes qui descendent un petit peu là dans la rue pour contester par exemple, par rapport aux jeux, qui contestent un petit peu tout, qui râlent, je trouve ça tellement pas constructif en fait. J'ai l'impression de voir, des aigris vénères, anti-système et en fait, c'est pas en étant anti-système aujourd'hui que tu fais évoluer les trucs. C'est, si tu veux prendre le problème à la base, ben en fait, c'est les enfants, qui ne sont pas un problème, attention, hein, mais c'est eux qui seront le monde de demain et du coup, on se disait hier au téléphone, ben, moi, j'ai appris à me laver les dents en faisant couler le robinet, tu vois? Ben, mes petites filles, elles n'ouvrent le robinet que pour se laver les dents. Ma grande fille ramasse les papiers par terre et en fait, eux le font alors que moi, je les contourne, les papiers par terre. Donc Je les pour eux, c'est laisse. naturel finalement. Pour eux, c'est naturel et en fait, si toi, tout ce que tu mets en place, tout ce que tu sais, tu le fais et tu sensibilises tes enfants, eux, ils le font naturellement. Alors que moi, je suis encore dans une démarche où je dois me forcer parce que je ne fais pas partie de cette génération, au même titre que toi, tu vois? On l'a pas appris. Et nous, on n'a pas appris et du coup, je pense vraiment que les enfants d'aujourd'hui seront, les garants de la montagne et de la terre de demain, en fait. Mais alors est-ce que si on part sur ce principe-là, est-ce que les enfants d'aujourd'hui, seraient capables d'avoir, la carrière que tu as eue en voyageant dans le monde entier, en faisant, des pentes incroyables partout,
en ayant finalement, ce que le sport qu'on adore et qui fait partie Ouais. de notre ADN, hein, représente aujourd'hui comme poids. Et c'est une des questions, et c'était la question aussi du de la discussion de ce matin, de dire: est-ce que le sport, est-ce que les événements, est-ce qu'on peut concilier un engagement personnel sur ces notions de transition et puis le fait d'être un sportif et de dire: j'ai une fédération avec, des calendriers et je pars dans le monde entier parce que je dois construire une carrière et ça fait partie de mes obligations d'aller skier, de faire des transatlantiques pour aller skier, 1 semaine aux États-Unis, repartir au Japon. Alors, le vrai truc des sportifs, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande, certains sponsors, hein, demandent à leurs sportifs de prendre un virage écolo et de militer pour ça. Moi, clairement, je peux pas. J'ai fait 25 fois le tour du monde en avion, j'ai couru dans toutes les stations du monde, je connais tous les pays du monde. Heu, j'ai un bilan, carbone catastrophique. Donc moi, demain, prendre cette position, c'est pour moi, c'est clairement impossible. Ce que je sais par contre, c'est que maintenant que je suis sorti du système, en tout cas, fédéral et que je tiens mon propre programme et que je suis, mon artisan et que je fais ce que je peux le faire bien et c'est assez facile. Et après, il y a une autre problématique par rapport aux mecs qui sont en coupe du monde ou qui ont un circuit, c'est on peut pas à eux leur jeter la pierre en fait. Le mec qui est en équipe de France en coupe du monde et qui va participer aux Jeux de 2030. Lui, il va pas dire, «Bah, moi, je veux plus skier parce que je veux sauver mes glaciers». C'est son métier, c'est sa vie, c'est sa passion. Et par contre, il y a plein de choses qui peuvent être, envisageables. C'est dire, ben, mettons, on ne skie plus sur les glaciers de telle période à telle période, mais ça, faut que ce soit toutes les fédés qui le font. On peut très bien dire qu'à partir de 2000, des enfants nés à partir de 2010, on ne skie plus l'été. Tu vois? Il y a plein de petits trucs qui peuvent être faits, en fait. Mais ça, faut que ce soit fait dans tous les pays pour que ce Voilà, pour soit que ça fonctionne, il faut que ce soit un espèce de règlement. On en parlait avec la fédération. Avec, la fédération française qui a un nouveau responsable RSE RSO, voilà, hein, mais qui ça, s'appelle, faut que ce soit international, faut ouais. que ce soit validé et puis je trouve que finalement le milieu du ski, et tout à l'heure on parlait, des remontées mécaniques, des exploitants, un petit peu de tout le monde et je trouve qu'on est dans un système super vertical parce que nous, on est dans la montagne tous les jours et quand on discute par exemple avec, les gens des remontées mécaniques et qu'on leur dit: «Bah, en fait, là, ça sert à rien parce que machin, machin, machin», on n'est pas forcément écouté parce qu'on est écouté bien entendu, mais finalement à la fin c'est la thune qui fait que le télésiège on va le mettre là, plutôt là, que là on va faire un tapis et que du coup je pense qu'aujourd'hui, mais clairement, hein, les dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas concernés. Tu penses qu'il y a un double discours entre, et d'ailleurs tu parlais tout à l'heure des sponsors qui demandaient, de faire des efforts, mais est-ce que finalement, ils demandent à la fois de faire des efforts, mais en même temps d'avoir des résultats et de produire des images? Est-ce qu'il y a une forme de schizophrénie finalement entre la demande ou la position de certains versus, justement, la réalité de ce qui ressort in fine Eh de ben, de c'est une très bonne, remarque. Tu as des sponsors qui te disent: «Enac, nous on s'en fout, tu fais ce que tu veux, on t'aide ou on t'aide pas. Nous on a, nous notre ligne de conduite de marque c'est ça. Toi tu es un sportif, tu fais ce que tu veux. Tu es une personne qui fait partie de notre crew, mais tu peux faire ce que tu veux. Il y a d'autres marques où tu dois rentrer, à 100 dans la ligne de conduite du sponsor et pire, il y a des marques qui peuvent demander à des sportifs de ne pas faire ou de ne pas faire sous peine d'être sanctionnés financièrement. Du coup, après, c'est à chaque sportif de trouver, finalement le sponsor avec qui il va pouvoir, construire des choses. et c'est faire peser une sacrée responsabilité sur les épaules d'un sportif. Bah, c'est vachement plus facile finalement pour une marque d'engager, 2-3 riders militants, écolos pour prôner la bonne parole et de continuer à discrètement à tout faire en Chine, tu vois? Ouais, je vois bien. Ah, c'est hyper facile. Je te donne on peut citer une marque? Bien sûr, Bah, Oxbow fait du made in France, ils font aussi un petit peu de made in Chine parce qu'ils sont obligés. Ils sont bicorp, ils n'en parlent pas et moi, ils me laissent faire ce que je veux. Ils ouais, c'est me une vraie liberté. ah, ils me disent: «Enac, si tu as envie de parler de verre, tu parles de verre. Si tu as pas envie, on s'en fout, en fait. Tu fais ta route, ton histoire», heu et du coup, je suis hyper libre et ça, c'est le top. Et à l'inverse, si tu devais, reprendre, des hélicos, de refaire un certain nombre de choses qui ont été faites peut-être à une époque, là, ils te suivraient peut-être plus? Ou alors finalement, c'est naturel pour toi aujourd'hui de dire: «Je vais aller faire ce couloir, je vais aller faire cette pente, mais je vais y aller en pot de phoque, je vais y aller différemment et mon sujet, c'est pas de prendre un hélicoptère», ça, c'est l'ancien monde?
Ben, c'est hyper dur parce qu'en fait, nous, on a fait ça pendant des années et puis, les gamins de 20 ans, ils ont vu ça, ils ont rêvé de ça et puis aujourd'hui, on leur dit: «Bah, non, ça, c'est pas pour toi». En gros, on leur a montré un gros gâteau, ils ont pas le droit de croquer dedans. Heu, mais ce qui est assez rigolo, c'est que la génération de 20 ans, 25 ans, là, les jeunes qui sont sur le Freeride World Tour, n'ont plus du tout, mais plus du tout la même vision que moi. Par exemple, moi, j'avais, à 20 ans, j'étais encore dans l'idéal de mes parents, avoir un métier, m'acheter une maison. C'est tout bon, hein. Le jeune de 25 ans, acheter une maison, C'est plus son sujet. c'est plus du tout son sujet. Et finalement, partir en Alaska, faire des runs d'hélico, à Gavad, ce n'est même plus son sujet. Nous, on cherchait la trace, où il y avait pas la pente où il y avait pas une seule trace. Eux, aujourd'hui, ben, finalement, ils font des films avec, dans une neige trafolée et en fait, ils ont évolué et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est tout le temps en train de dire, alors pas moi pour le coup, c'était mieux avant, mais là, les jeunes de 20 ans, 25 ans, mais ils sont 10 fois plus, au point, 10 fois plus pro, 10 fois plus réfléchis que nous, hein. Ils sont hyper bons et On on en, leur fait pas assez confiance par contre. on en parlait avec Victor Galuchot, que tu connais bien, qui disait il faut resculpter un nouveau rêve. Et donc on parlait de ça en disant, mais finalement, lui disait il faut resculpter un nouveau rêve, mais finalement, en t'écoutant, on se rend compte que les jeunes, leur rêve est différent. Ils n'ont pas besoin de resculpter un nouveau rêve. Ils ont des rêves différents qui sont pas d'aller skier en plein mois d'août sur un glacier, qui sont pas de et ça leur va très, très bien et ils arrivent malgré tout à continuer une carrière, continuer de se faire plaisir et d'avoir autant de plaisir que tu as pu avoir toi pendant toutes ces années. Ouais, avec une montagne différente, avec, moins de chutes de neige, avec, pas d'hélico, pas d'accès au snowmobile, pas tout ça et en fait, ils sont épanouis comme nous on l'était et donc je suis pas sûr, pour le coup, je serais pas du même avis que Victor de ils ont fait un deuil sans vraiment le faire, mais voilà, ils savent que ça sera pas comme ça pour eux et puis la génération d'après, ce sera pas non plus comme ça. C'est intéressant ce que tu dis sur le deuil ou sur le renoncement. On parlait tout à l'heure aussi de sacrifice. C'est-à-dire finalement, ça c'est pour nous, parce que nous on sait, on a vécu des choses et on peut se dire, bah, ça il faut qu'on arrête. Mais pour les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice puisque Ils le l'ont jamais sujet eu. est différent. Ouais, puis ils l'ont jamais eu, en fait et ils y ont jamais eu droit de toute façon et mais ils sont meilleurs dans plein d'autres trucs et c'est ça qui est incroyable et eux, ils consomment la montagne, parce que là, on parle de consommer, hein, finalement, on consomme la montagne, on consomme l'outdoor, on consomme la neige et différemment de nous avec, d'autres approches, ils sont dans une performance, ils recherchent des histoires. Alors ils sont pas du tout, finalement impactés par tout ce côté un petit peu green qui est un vrai discours, finalement de bobo, tu vois? Clairement, hein. On te plein de gens il y a plein de providers aujourd'hui qui, il y a encore, 5 ans, avaient zéro sponsor et qui ont vu arriver le green et l'écologie, qui sont partis dedans et qui sont devenus des people du milieu grâce à ça, en fait. Donc, tu vois, ce qui est assez rigolo, c'est qu'avec cette écologie, c'est aussi un levier pour certains pour, se faire un nom. Il y a du marketing derrière. Ah bah oui, à fond et du coup, je trouve ça rigolo et c'est pour ça que ce que je trouve presque dérangeant finalement, c'est, je trouve ça génial la cause de se battre pour tout ça et tant mieux et il en faut et moi, je suis pas assez bon pour le faire et j'ai vachement de je trouve ça vraiment assez incroyable les sportifs qui sont capables, eux, de dire, «OK, ben, moi, j'ai fait que de la merde et mais je le savais pas», parce qu'en fait, on le savait pas il y a 15 ans, que faire, d'hélico à Gavad, c'était pas bien. Et puis aujourd'hui, prendre une casquette qui est à l'inverse, comme Victor, Xav Delerue l'a fait aussi, et entamer en fait une carrière avec un message super green, je trouve, moi je suis incapable de le faire. Non, le seul truc qui me dérange un petit peu avec ce virage écolo, c'est les gens qui n'ont jamais été, qui d'un coup deviennent et prennent le truc. Et ça, je trouve ça un petit peu étrange. Mais après, finalement, il faut tout pour faire un monde. Et moi, ma bataille à moi, qui est la même depuis 20 ans, c'est mon implication avec, les enfants, voilà. Du coup, je préfère finalement, faire une journée associative avec des enfants, aller les emmener skier ou même faire de la sécu en montagne en leur, faisant passer des beaux messages et des belles valeurs, plutôt que faire une table ronde ou un podcast avec toi où on parle d'écologie, où je suis complètement à la rue. Ouais, je sais pas si on est complètement à la rue. Je sais qu'il y a une époque, tu nous disais que tu manquais de légitimité, mais finalement, moi, je pense qu'il n'y a pas de manque de légitimité ou d'être à la rue. Je pense qu'il y a des visions et que justement, on a aussi besoin d'expliquer que il n'y a pas que des hyper écolos, il n'y a pas que des hyper engagés, et que si on veut trouver un chemin, faut qu'on trouve un milieu, un juste équilibre Tu sais ce que entre. c'est mon geste écolo, moi? Vas-y.
Bah, c'est qu'en fait, moi, si tu veux, j'ai accès finalement, je me la pète un peu, à tout. J'ai C'est des skis, des vêtements, des masques, des sacs à dos, tout gratuit. Et ben, je suis pro rider et ben, mon premier geste, c'est, j'ai le même casque, de ski depuis 15 ans. Je consomme, un masque de ski tous les 2 ans. Je consomme un peu plus de paires de lunettes parce que je m'assois dessus et je les casse. Je fonctionne sur un système de test. Par exemple, pour les sacs à dos, je te donne un exemple, ou les vêtements. Je prends le proto à la base, je Ouais, le teste, je m'applique à faire tous les retours qui doivent être faits en une fois pour que le proto retourne une seule fois en Chine et que quand le truc revienne, il soit nickel. Parce que si tu le fais pas bien le premier coup, ça fait trois quatre allers-retours. une forme de sobriété dans la C'est une forme de pratique alors. sobriété. Je consomme très peu de marques de ski. Tous mes skis repartent chez mes copains. Et du coup, en fait, mes gants, si tu regardes mes gants sont de super qualité, mais ils font 3 ans, ils sont tous tapés jusqu'à la fin. Et du coup, et ben moi, je ne fais pas mon geste écolo à moi, c'est ne pas du tout de surconsommation. Bah, tu vois, basket Vinted. Ah, voilà. Ça, proto, pantalon, Pouline, qui n'est jamais sorti, mais le truc va à la déchette, je le récupère. Et du coup, je fais un petit peu ça. Et puis finalement, ce qui est assez rigolo, c'est que tu peux avoir des athlètes qui sont militants écolos. Tu vas dans leur garage, il y a 50 paires de skis, 14 paires de baskets de running. Tu as besoin de 14 paires de chaussures, toi, pour courir? Non. Bon, et ben voilà. Et ben du coup, c'est aussi un petit peu ça. Et Ouais, du coup, c'est mon. À chaque fois, quand j'arrive sur les événements, c'est ah bah tiens, Inac, voilà le roumain, parce que je suis toujours habillé. Bah, mes tenues de ski. Mes tenues de ski, elles font 3 ans, je les emmène jusqu'au bout et à la fin, je fais un vrai retour et donc du le coup Enac Vintage, c'est pas un objet marketing, c'est un vrai choix, de ah fond. mais oui, depuis gamin, en fait. Tu sais, ça fait partie des trucs, quand on était petit, on avait les nouvelles baskets, fallait les baptiser, les salir, là. Et moi, avoir un truc neuf, c'est pas possible. Faut que le truc, il ait du vécu et mais finalement, quand tu fais, un développement produit, par exemple, sur des vêtements, si tu le prends et que tu l'emmènes jusqu'au bout, quand tu vas le ramener à la marque, puisque tu le redonnes à la marque parce que tu l'as lessivé. Et ben, tu connais tout, du zip, de la membrane, de la couture, du fil de couture qui lâche au bout de tant de temps, que j'emmène à la couturière pour réparer. Et en fait, tu fais du super boulot. Mais tu as besoin que d'une tenue. Donc un spécialiste de l'upcycling, du textile outdoor. Ben ouais, et en fait, je trouve ça génial. Nouvelle casquette de Enac Non, mais Adventure. je l'ai toujours fait. Et ça, finalement, je me dis, ben, je vais surfer sur le mouvement écolo. Ben moi, c'est ça. Je surfe sur le côté non surconsommation. Et si tu fais un bon boulot de test, et ben en fait, tu réduis à mort tu réduis à mort les déchets et la consommation. Et du Oui, coup, alors c'est important et c'est à la fois, surprenant parce qu'on peut se dire que ce le monde de l'outdoor, aujourd'hui, fonctionne sur, justement des produits, la mise à disposition de nouveaux produits, même si on sait qu'il y a des marques qui sont en train de faire attention de ne pas renouveler trop leur collection et cetera. La base, c'est quand même une forme de consommation, voire de surconsommation. ouais, mais après, si tu le fais intelligemment, par exemple, je reçois une tenue pour un shooting, et ben, je vais prendre la tenue parce qu'il la faut pour la shooting. Je fais le shooting, je la rends à la marque et la marque la remet dans son rack pour aller faire commercial, plutôt que d'en produire une de plus qui va finir dans mon comment on dit, vestiaire, qui Ouais. ne servira à rien. Bah non, je la prends une fois, je la rends, machin. Et en fait, si tu fais que comme ça, et ben, c'est un petit geste, mais on t'a vu que c'est quand même les vêtements, c'est ce qu'il y a de plus polluant au monde, hein. C'est un truc de malade, hein. Ça fait partie, c'est vrai, Et ouais. des grosses Et pollutions et des grosses émissions carbone. mais voilà, est-ce que ça mérite un podcast de dire que je recycle? Pas forcément, mais finalement, ben, c'est les petites choses comme ça où bah, j'apprends à mes enfants à ça, en fait. Bah, je pense que le rôle d'un podcast ou le rôle d'un média comme nous, c'est aussi d'apporter une influence et de montrer que, il faut pas forcément avoir peur de dire: «Bah, moi, mon choix, il est dans une forme de sobriété, il est dans une forme de sobriété de pratique ou de consommation». Ça fait partie aussi de cette transition, alors certes, on ne parle pas de transition de territoire ou globale Oui, là-dedans, oui. mais malgré tout, c'est quand même de dire qu'on peut vivre, on peut exister avec une autre approche qui n'est pas forcément, hyper consumériste. Oui, et après, il y a, si on va encore plus loin, parce que du coup, c'est un sujet avec les copains où on en parle et tout ça. Mais là, moi, les reproches, ouais, non, mais toi, tu as une bagnole, machin, tu fais en voiture. Mais quand tu as des enfants, on est en montagne, hein. En montagne, si t'as pas une voiture, les enfants, faut les emmener à l'école, au judo, au machin, au bidule, au truc.
qui me gêne un petit peu dans ces combats un petit peu green, c'est le manque de bon sens et de conscience des autres, en fait. C'est vachement, moi je fais mieux que vous, regardez, on peut faire ci, on peut faire ça. Je trouve que quand on a parlé des jeux, c'est tellement facile de dire: «Je suis contre les jeux». Bah oui, mais tu es contre les jeux. «Ouais, mais c'est de la pollution sur machin». Bah oui, mais regarde ce qui en découle des jeux. Si on prend le truc vraiment bien et qu'on fait ça vraiment bien, que tu fais un centre de sport, que derrière tu accueilles un lycée pour que des générations de gamins puissent s'entraîner dedans, que si tu en profites pour, réaménager une piste qui va être une piste de main permanente, je trouve ça génial. Moi, je Oui, suis plus en colère sur, tu vois, si l'éclipse, par exemple, est une vraie éclipse, bah, je trouve ça vraiment nul, pour le coup. Si par contre, la piste, elle va être au jeu, OK, je me dis: «OK, ça a une durée», tu vois? oui, bien sûr. Mais Et oui, les donc ce qui est important, c'est l'héritage finalement. Oui, et l'héritage, les enfants. En fait, c'est ce que j'ai compris dans ma carrière. Tu sais quoi? J'ai jamais compris quand je gagnais une coupe du monde, je levais pas les bras parce que je comprenais pas. Du coup, j'ai été voir un psy, hein. Heu et le psy m'a aidé dans ma carrière, dans ma reconstruction, et mon gros combat, c'était à quoi ça sert de gagner une course? Je ne comprenais pas. Pourtant, tu t'es beaucoup battu, physiquement, dans cette reconstruction dont tu parles pour les gagner ces courses. Ouais, mais j'avais pas le petit truc qui faisait que envie d'écraser les autres. C'est ça, hein, quand tu es un grand champion, c'est qu'à un moment donné, tu as envie d'écraser les autres, envie d'être le meilleur. Et finalement, moi, ce que j'aimais, c'était être avec les copains, faire la bringue, me marrer, faire le con et m'amuser et profiter du truc. Et j'ai compris à quoi servait un champion le jour où j'ai fait le GMX aux Arcs, qui était un événement pour les enfants, que tu as connu, puisque tu m'amenais du chocolat à l'époque. Heu, Quand j'ai fait l'événement, je me suis dit: «Putain, mais en fait, une carrière de haut niveau, ça sert à avoir un nom qui te permet d'avoir des contacts, qui te permet d'avoir des ronds, qui te permet d'un moyen de faire un événement pour des enfants». Et là, j'ai tout compris. Mais si j'avais compris ça à 20 ans, j'aurais été une machine. Mais j'ai compris ça à 33 ans quand j'ai arrêté ma carrière. Tout ça pour dire, et je finirai là-dessus, que si tu fais rêver les gamins, eh ben, les jeux, c'est génial. Et si quand on va faire les jeux en 2030, on explique qu'on a fait ça, 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 pour la planète, en faisant ça, ben, je trouve que c'est génial, tout simplement. Bon, on va le garder comme dernier mot. Merci Yannick. Avec plaisir. Comme toujours, je me plie à l'exercice de faire une rapide synthèse de cet entretien. Pour ENAC, il faut prendre la question à la base. Tout se joue au niveau des enfants. L'éducation est essentielle pour qu'ils soient naturellement les garants de la montagne de demain, et visiblement c'est plutôt le cas. Ensuite, que la pédagogie est également essentielle auprès des visiteurs de nos territoires. Ils peuvent, à condition d'ouvrir les yeux et l'esprit, toucher du doigt les conséquences du réchauffement climatique sur les montagnes et ainsi prendre conscience de leur rôle pour faire évaluer leur comportement. Il faut voir de nos propres yeux pour entrer dans l'action. Enfin, ENAC dénonce aussi une forme de marketing de l'écologie d'aujourd'hui, tout en soulignant que les jeunes riders sont totalement au point et intègrent parfaitement les contraintes liées au dérèglement climatique dans leurs pratiques sportives. Ils n'ont pas à faire le deuil d'une époque, ils construisent leur histoire sur une autre approche. C'était Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemakers. Je vous invite à découvrir nos vidéos sur notre plateforme et nos applications mobiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Ce podcast est à retrouver sur mountainchangemakers.com, mais aussi sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck.